fin du royaume. Dans une cité de la Perse vivaient deux frères, Cassim et Ali Baba. À la mort de leur vieux père, la famille était si pauvre qu'il ne restait rien à se partager. Cassim devint un riche marchand en épousant une riche héritière acariâtre, tandis qu'Ali Baba vivait comme simple bûcheron, marié à une femme aussi pauvre que lui. Un jour, en travaillant dans la forêt, il aperçut un épais nuage de poussière qui avançait tout droit vers lui. Il distingua une troupe nombreuse de cavaliers. Ils arrivaient ventre à terre. Instinctivement, Ali Baba pensa à se protéger. Il monta sur un gros arbre au feuillage touffu. Isolé de tous les côtés, l'arbre s'élevait au pied d'un immense rocher, impossible à escalader. De là, Ali pouvait tout voir, sans être vu. Notre bûcheron compta 40 hommes en train de décharger de gros sacs pleins, tous armés de longs sabres. Il remarqua immédiatement que l'un d'entre eux criait des ordres tout en se frayant un chemin au travers des arbustes. Et les autres répondaient en écho. Oui, capitaine! Et soudain, face à la paroi, le capitaine prononce d'une voix ferme ces paroles étranges. César, ouvre-toi. Stupéfait, Ali Baba voit la roche s'ouvrir sur les ténèbres d'une immense caverne dans laquelle la troupe s'engouffre pour disparaître dans le noir. César, ferme-toi. Ali Baba, pétrifié à l'idée d'être surpris sur sa branche, ne bouge pas d'un millimètre. L'attente lui semble une éternité, mais la curiosité l'emportant sur la peur, il se met à prier et à chantonner sans même s'en rendre compte. Enfin, la lourde porte pivote, laissant défiler les 40 cavaliers avec leurs sacs vides. Fermant la marche, la mine sévère, le chef se retourne et dit de sa voix froide. César, ferme-toi. Et toute la bande repart au galop, par le même chemin d'où ils étaient venus. Aucun doute possible. Ce sont des voleurs. Mais voyons voir si ce bandit est un génie ou si ce rocher peut m'obéir. Si j'essayais, moi aussi, pourquoi pas? Car ces paroles étranges se sont gravées à jamais dans ma mémoire. Ils sont passés par ici, puis par là. Et voilà. Face à la paroi, tremblant mais résolu, il dit très fort. Sésame, ouvre-toi. Le bûcheron n'hésite pas une seconde. Il pénètre dans la grotte. À peine à l'intérieur, il prononce la seconde formule magique. Sésame, ferme-toi. Moi qui ne voyais qu'un boyau de ténèbres inquiétant, me voilà dans une grotte travaillée par la main de l'homme et bien éclairée. Une voûte élevée comme une cheminée recevait la lumière du jour par une large ouverture. Il avance, subjugué. Mes yeux m'abusent comme dans un rêve. Toutes ces merveilles, ici, à mes pieds. Par le Tout-Puissant, sont-ils de grands princes ou de vulgaires voleurs pour posséder un tel gisement? Tapis sublimes, riches étoffes, chandeliers d'argent, coupes ciselées, autant de pierres précieuses, rubis, diamants, saphirs. Et tous ces sacs pleins d'or, mille et une vies ne suffiraient pas pour épuiser un tel trésor. Jamais de ma vie, mes sens n'ont été aussi troublés. Que m'arrive-t-il? Ali, le Seigneur a fait de toi un pauvre homme. Tu n'es qu'un simple bûcheron, et bûcheron tu resteras. Mais soudain, il plonge
plonge ses mains dans les pièces d'or et méthodiquement remplit ses poches. Bien malin celui qui pourrait s'en apercevoir. Je vais le cacher sous les fagots. Puis il s'empare d'un sac plein. Sésame, ouvre-toi. La lumière extérieure irradie la silhouette d'Ali Baba. Soulagé d'être dehors, il se retourne et, imitant le chef des voleurs, il dit de sa voix froide. Sésame, ferme-toi. Ali Baba rassemble ses armes, dissimule son butin sous le bois et reprend le chemin de la Médina. Sur le retour, son esprit, tiraillé par quelques remords, interroge la situation et rumine sans cesse. Pourquoi? Mais pourquoi tant de richesses enfouies depuis tant d'années par des hommes? Aucune richesse n'empêche un mortel de s'éteindre. Personne n'échappe à son fatal destin. Seul le Tout-Puissant est éternel. Et il prie pour ne pas faire de mauvaises rencontres et pour le salut de ses proches. Il traverse la Médina en saluant ses amis les marchands, comme à l'habitude, et arrivé chez lui, sa femme lui dit: Comment? Tu es déjà à la maison? Mais que se passe-t-il? Sans un mot, il dépose avec précaution le sac ouvert sur le sofa. À la vue de tant de pièces d'or, celle-ci se fige et ne dit mot. Le soupçon se lit dans son regard et elle dit à son mari: Ali Baba, mais d'où vient cet or? Serais-tu assez fou? Ma femme, est-ce être un voleur que de prendre à un voleur? Ne t'inquiète pas, tu cesseras de me soupçonner quand je t'aurai compté ma bonne fortune. Et d'un coup, il vide le sac et les pièces d'or forment une pyramide. Son épouse est éblouie. Elle plonge ses mains tremblantes dans les pièces d'or et furieusement se met à compter tout l'or qui était devant elle. Ma femme, que fais-tu? Il n'est pas raisonnable. Quand finiras-tu de compter? Je vais creuser une fosse et y enfouir ce trésor. Je veux savoir à combien se mesure notre fortune. Ainsi, je pourrais me perdre dans mes rêves. Je vais chercher une petite mesure chez notre belle-sœur et je mesurerai pendant que tu creuseras la fosse. Mais ma femme, à quoi sert-il de compter? Contentons-nous d'en user. Fais néanmoins ce qu'il te plaira. Mais n'oublie pas, conserve le secret. Trop excité à l'idée de compter ses richesses, ignorant les recommandations d'Ali Baba, l'imprudente se rendit chez sa belle-sœur. Sans réfléchir, essoufflée, elle s'empressa de dire: J'ai besoin d'une petite mesure, Racha. Traite-moi une. Je n'en ai pas pour longtemps. Je te la rendrai très vite. Tu la veux grande ou petite? Petite, toute petite, je te prie. Bon, attends un moment, je vais t'en apporter une. Inutile de jouer les cachotières, pauvre sotte. Un peu de ce suif bien ajusté sur le dessous et je saurai bien ce que tu veux mesurer. J'ai trouvé ce qu'il te faut, chère Maya, si cela te convient. Fais-en bon usage. C'est exactement parfait et merveilleux, cher Racha. La femme du bûcheron s'en va précipitamment, rentre chez elle, prend une grande respiration et commence à compter tout l'or jusqu'à épuisement du nombre de pièces. Ravie de son calcul, elle en informe Ali Baba, qui lui dit: Maya, ma belle, tu as bien conservé le secret, chère femme. Mais oui, je l'ai bien conservé. Mieux conservé, ce n'est pas possible, non. Mais elle n'avait pas pris garde qu'une pièce d'or était restée collée sur le fond de la mesure en la rapportant. Sitôt partie, la femme de Cassim dit: Voyons voir de quoi il retourne. Quoi? Ali Baba possède de l'or? Mais où le misérable l'a-t-il trouvé? Ces cutéreux serait-il devenu riche? Par quel miracle? Oh, la jalousie et l'envie s'emparèrent aussitôt de mon cœur. Cassim! Cassim!
être riche. Tu te trompes. Ali Baba est infiniment plus que toi. Lui ne compte pas son or comme toi. Il le mesure. Sidéré, Cassim Glacial lui ordonne. Que veux-tu dire? Parle sans énigme. Sache que j'ai reçu la visite de Maya qui me demandait de lui prêter une mesure. En cachette, j'ai mis du suif dessous. Et vois donc ce que cette stupide femme a rapporté sans le savoir. Cassim entre alors dans un état de transe inouï. Les murs du salon reflètent les couleurs de son visage, attisés par le caquetage de sa mégère, qui le pousse à se rendre chez Ali. Le combat qui est là, que se passe-t-il? Tu joues le pauvre et le misérable, et tu caches ton or cachetier. Et Rukt Cassim des braises plein la bouche. Je vois pas ce que tu veux dire. Explique-toi donc. Et reprends ton calme, voyons, nous sommes frères. Ne fais pas l'ignorant. Avoue-moi plutôt combien tu possèdes de pièces d'or semblables à celle-ci. Nous l'avons trouvée collée sous la mesure que ta femme est venue emprunter hier. Ali Baba, qui n'était pas homme à mentir, avoue toute la découverte à son frère et lui offre de partager le fabuleux trésor. Je vais tout te raconter, mais promets-moi de bien garder le secret. Je n'ai aucune promesse à te faire. Et j'entends bien que tu m'indiques où se trouve ce don du ciel. Si tu refuses, je te dénonce à la justice. Je suis sûr de toucher une belle récompense. Et toi, tu finiras comme un paria, avec des moignons pour gratter tes poux. L'arrogance et le langage de ce frère ennemi chagrinèrent Ali Baba, qui lui transmit de bon gré toutes les informations nécessaires, non sans oublier la formule magique indispensable. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, toi. Sésame, ouvre-toi. Oui. Sésame, ferme-toi. Sésame, ferme-toi. Sésame, ferme-toi. Sésame, ouvre-toi. Et Sésame, ferme-toi. Sésame, ouvre-toi. Et Cassim regarda intensément Ali, rêvant de s'emparer du trésor pour lui seul. Et lui da de bien meilleures œuvres. Le lendemain, dès l'aube, suivant les indications d'Ali Baba, Cassim parvint sans peine au rocher à l'arbre touffu. Il se met à hurler la formule qu'il s'était répétée 100 fois pendant la nuit. Sésame, ouvre-toi. Aussitôt le voilà enfermé. Il est si ébloui par ce qu'il voit que sa peur s'évanouit. Il inspecte et passe d'une richesse à une autre. De ma vie, je n'aurais pu imaginer autant de beauté. Je ne permettrai jamais à ce plouc d'Ali Baba de s'enrichir à mes dépens. Ne perds pas un seul instant, Cassim. Il y va de ton honneur. Très excité, tressautant partout, il remplit un grand nombre de sacs, revient surchargé vers la porte et dit très sûr de lui: Ange, ouvre-toi. La paroi reste en place. Je l'ai pourtant répété 100 fois cette nuit, cette phrase magique. Ah oui! Avoine, ouvre-toi. Rien ne bouge. Un courant glacé envahit son esprit. Pile-pile, ouvre-toi.
me faire disparaître pour tout empocher, pour tout me prendre, à moi le fils bien-aimé. Ah, bâtard hypocrite. Oh. Je vais te faire rire et te livrer encore vivant aux fourmis si je sors d'ici. Comment Cassim aurait-il pu retrouver la formule magique avec une telle haine aux lèvres? Il maltraite maintenant les trésors qu'il a tant aimés. Le galop puissant des chevaux qui approchent a prévenu Cassim de ce qu'il attendait dès l'ouverture de la porte. Il se souvient maintenant de la formule qu'il se met à hurler, enfonçant droit comme un damné vers la porte mystérieuse. Shazam! Ouvre-toi! Ah! Par où cette vermine a-t-elle bien pu entrer? Par où? Le puits de lumière est hors de portée des hommes. Nous n'avons jamais vu d'elle naître sur le corps d'un morceau. Ce corps-là ne croit qu'en son minuscule désir. Cela se voit sur sa face comme sur celle d'un charognard. Charognard. Coupez-le en quatre. Non! Et disposez ces morceaux de chaque côté de la porte. Oh, pitié! Cassim veut crier grâce, mais il est trop tard. Le voilà divisé en quatre en un instant. Un voleur s'écrie. En voyant ces trophées, les curieux cuiront leurs semelles jusqu'au couchant, capitaine. Qu'ils cuisent ce qu'ils veulent jusqu'à la fin des temps, mais qu'ils nous laissent faire notre belle besogne pour la beauté du geste. En scène, compagnons. Racha n'a pas vu le temps passer, tout occupé à rêver à ses nouvelles possessions. L'appel du minaret voisin la plonge subitement dans l'inquiétude. Ali Baba, alerté par le voisinage, s'approche de chez Cassim. Qu'y a-t-il, belle-sœur? Pourquoi te morfondre ainsi? Mon mari n'est pas rentré. Il lui est arrivé quelque chose, je le sens. Oh, je t'en supplie, va voir ce qui se passe. Je regrette déjà de l'avoir envoyé pour s'occuper de vos affaires. Oh, que vais-je devenir seul s'il lui est arrivé un malheur? Oh, je m'empoisonnerai avec du suif, ou je me jetterai dans le puits, tout habillé. Je sais où il est allé, belle-sœur. Il aura dû s'épuiser à vouloir trop charger ses mules et se sera endormi sur quelques tas d'or ou sur un tapis de mousse. Sur un tas d'or, dis-tu? Cours vite le chercher, mon bon ami. Pourvu que l'appétit vorace de mon frère pour les richesses ne lui ait pas porté malheur. Ali Baba, devant le rocher, aperçoit déjà des taches de sang. Sésame, ouvre-toi. Dès l'ouverture, la figure d'Ali se fige en découvrant le corps de Cassim, découpé en 4 pièces. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à trouver la force d'emporter cet infidèle. Je ne peux pas le laisser ainsi. Nous avons porté l'eau et grandi ensemble. C'est mon frère. Ce sac d'or fera l'affaire. Et ma femme me fêtera à mon retour.
Sésame, ferme-toi. Ali Baba se rendit chez sa belle-sœur, l'air grave, la tête basse. Il est mort. Oh, mon mari. Mon Cassim, chéri. Il est mort. C'est fini. Mon Cassimou. Mon moumou. Belle-sœur, rien ne pourra te consoler de cette perte irréparable. Mais, si tu le veux, bien que ma condition soit inférieure à la tienne, je t'offre de devenir ma seconde épouse et de joindre le peu que nous avons à tes biens. Ainsi, tu ne seras pas seul. Je te protégerai et ma famille partagera le deuil avec toi. Et il me semble qu'ainsi, chère belle-sœur, ton intérêt est également le nôtre. Celle-ci regarda en l'air, et puis en bas, et puis en l'air, et elle sécha ses larmes. Comme tu as raison, mon bon Ali, je t'épouse. Quand est-ce qu'on s'épouse, Ali chérie? Attendons la fin de notre deuil. Alors, je te ferai ma demande selon la coutume. Tu as raison en tout, mon bon Ali. Oh, on va tout faire comme tu dis, c'est ça. Oh, c'est bien comme ça. Et elle se sentit soudainement consolée. Il alla voir la belle esclave Morgiane en train de laver le linge dans la cour. Ton maître a été assassiné. Son corps, sauvagement découpé par des voleurs, se trouve dans ce sac. Personne, absolument personne, ne doit connaître la raison de sa mort. Tu en comprendras toute l'importance dans quelque temps. Je connais ton dévouement et ton bon sens, Morgiane. Je peux compter sur toi? Tu es sage et avisé. Arrange-toi pour qu'il puisse être enterré normalement selon les coutumes. Et aide-moi en toutes choses, tu en seras récompensé. Monsieur l'apothicaire, on ne comprend rien à la maladie de mon bon maître. Il ne mange plus, il ne dort plus, il ne se lève plus, il ne parle plus. 50 gouttes par jour dans son thé chaud. Ça ira mieux.
De quoi s'agit-il au juste? Prenez le nécessaire pour recoudre un cuir épais, brave homme. Je vous guiderai tandis que vous aurez les yeux bandés. Voilà ce que vous avez à rassembler ici même, en prenant soin de masquer votre fil. Alors de ma main s'écoule. Alors de ma main s'écoulera de quoi récompenser votre silence absolu. Dans un grand désarroi, en s'apercevant que le corps de Cassim avait disparu. Si le corps de l'intrus n'est plus ici et qu'il manque des sacs d'or, c'est qu'un complice nous observe. Telle une hyène attendant son heure. Il nous faut le découvrir au plus vite, avant que toute l'œuvre héritée de nos ancêtres ne soit anéantie. Il a raison, tous sur le complice, à mort! La mission est difficile. Bref, de bon. Nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons. Personne n'a jamais percé le secret de notre existence par ici. Personne, fais-nous confiance.
Je me fais fort d'entrer chez notre ennemi. Rejoins-toi! Selon les lois de l'hospitalité. Ah oui, bien sûr. Et dès que j'aurai gagné sa confiance, je vous chargerai d'en finir avec lui. Et les siens. Nul besoin d'en dire davantage. Il se travestit en un instant en commerçant. Il enfourche son cheval et parvient à la ville avant le lever du jour. Là, il se dirige vers la seule lueur apparente dans l'enfilade des échoppes endormies. Le savetier, Baba Mustapha, déjà à l'ouvrage malgré son âge, chantonne comme à son habitude. Sans lever les yeux, il sent la présence de l'ennemi qui le regarde intensément faire son travail tapis dans l'ombre. Les marchands nous arrivent bientôt, ces temps-ci. Vous cherchez? Seriez-vous magicien vieillard pour coudre dans la pénombre avec vos yeux si fatigués qu'ils ne voient plus le monde tel qu'il est? Jeune homme, vous devriez ranger ce couteau que j'aperçois dessous votre cape. Il n'est pas convenable d'arriver dans notre ville sans désarmer. Quand on est capable de percer le noir comme le chat perce la nuit, que ne peut-on percer avec son aiguille? Tout simplement un mort, homme de mystère. Un petit chat dans la gorge, étranger. Non, ce ne peut être qu'un linceul que vous avez cousu. Si la peau du mort est un linceul, alors c'est un linceul que j'ai cousu. Mais si la peau du mort est bien sa peau, par le Tout-Puissant, c'est bien un mort que j'ai recousu. Tenez, veuillez tâter de cette aiguille encore humide. Que puis-je pour vous? Glorieux messager du couchant. Menez-moi au plus vite à l'endroit où vos talents ont excellé. Je tiens à les admirer sur place, sans me faire voir. C'est que mes yeux ont été bandés par la main qui m'a mené sur le chemin. Vous voyez qu'il me sera difficile d'exaucer entièrement votre souhait. Mais avec encore un peu de grandeur d'âme, qui sait? Mes narines sauront peut-être nous guider parmi les épices. Allons, bandez-moi les yeux. Méfiant, le capitaine observe minutieusement le groupe de maisons identiques. Et tel le renard du désert, il trace une marque à la craie au bas de la porte de la maison d'Ali Baba. Sais-tu à qui appartient cette maison, bravo? Je n'ai fait que mon métier, brave monsieur, mon tout petit métier. Comment le savoir? Compagnon de mes plus beaux jours, je sais exactement où se trouve le complice de cette charogne mutilée. Préparez-vous à partir. Ouais, tous sur le complice! Il aura même sang que son compère! Nous devons être rusés comme des fauves Évidemment. et frapper en plein cœur, Ouais. en endormant sa confiance. Trouvez-moi 38 mules. 38. Ouais, pourquoi 38? Et 38 jarabilles, une seule sera remplie. Et vous serez cachés dans les autres. En attendant patiemment mon signal à la faveur de la nuit. Ouais, c'est trop malin, chef. Cette mésaventure sera bientôt un sujet de rire. J'ai dit bientôt.
Retrouvez-moi sur la grande place. En revenant du marché, l'esclave Morgiane aperçoit la croix blanche qu'elle ne connaissait pas au bas de la porte. Elle chercha aussitôt à comprendre cette nouveauté qui ne lui inspirait aucune confiance. En silence, feignant d'avoir perdu quelque chose, elle se saisit d'un caillou blanc. Et elle marqua d'une croix blanche plusieurs portes au même endroit, comme un faussaire imite les signatures. Et Morgiane rentra chez son nouveau maître, l'esprit léger. Le chef des brigands, suivi de son cortège de mules et de leur chargement mystérieux, arrive près de la demeure d'Ali Baba à la nuit tombante. Il remarque aussitôt la multiplication des croix blanches sur les maisons alentours. Il y a derrière ces manigances un esprit stratège qui me lance un défi. Et je veux moi-même le livrer aux fourmis du désert. Il entonne un chant afin d'attirer l'attention d'Ali Baba qui prenait le frais sur la terrasse. Ce qu'il paraît, voilà des mules bien chargées pour le marché de demain, braves marchands. Ces jarres d'huile feront votre bonne fortune. Je l'espère. Je transporte de bien loin cette huile de première qualité. Et à cette heure, il me reste à trouver un bon lit pour dormir. Avec l'aide du très grand, je ferai de bonnes affaires dès le lever du soleil. Bienvenue et hospitalité à tous les marchands. Ma maison vous est ouverte, vous êtes mon hôte. Que le très grand veille sur vous et votre famille, brave homme. Et pour votre peine, je vous offrirai l'huile la plus pure. Le félon était si parfaitement déguisé et sa voix si bien changée qu'Ali Baba se laissa tromper. Le maître de maison donne alors ses recommandations à l'esclave Morgiane. Le capitaine s'approche discrètement des jarres mystérieuses et dit « À mon signal, tenez-vous prêts à bondir, compagnons, et l'affaire sera vite réglée. » Veuillez me suivre, cher hôte. Prenons du plaisir. Bien qu'affairée au service, Morgiane ne manque pas d'observer son hôte en femme très avisée. Quoique un peu troublée par un je ne sais quoi, elle n'a pas
la possibilité de l'observer davantage, trop occupé par ce service imprévu. Vous êtes ici chez vous. Ce que j'ai vous appartient. Bravo homme. Votre générosité honore votre famille et toute ma corporation. Ah, quelle délicieuse soirée. Je bois à la santé de cette demeure et à celle de tous ses habitants. À votre bonne fortune, caravanier. Et tout à fait rassasiés, ils se levèrent, tels des felouques ballottés par les eaux, en se tenant le bras, car ils avaient beaucoup apprécié le bon vin. Le marchand multiplie les salutations, faisant semblant de se coucher, tout en vérifiant l'excellence de sa lame. Je te réserve 1001 surprises, Ali Baba. C'est un grand homme, un vénérable personnage. En revenant à la cuisine, la lampe à huile de l'esclave Morgiane s'éteint soudainement. L'idée lui vient naturellement d'aller se servir dans l'une des jarres du marchand sans le réveiller pour si peu. Mais lorsqu'elle s'approche des mules, elle se fige en entendant ces mots. Est-il temps d'agir, capitaine? N'importe quelle autre femme se serait affolée en entendant une jarre parler. Mais Morgiane comprend vite qu'un plan mortel se prépare et qu'elle ne peut faiblir au risque de perdre sa vie et celle de toute la famille. Instinctivement, elle répond en prenant une voix d'homme. Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, capitaine? Puis la même question lui parvient de jarre en jarre. Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, capitaine? Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, capitaine? Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, Pas capitaine? encore, mais bientôt. Pas encore, mais bientôt. C'est la paix, mais elle a déjà son plan pour châtier définitivement ces cafards mal intentionnés dans leurs outre-mer. Sur la pointe des pieds, elle ramène l'unique jarre pleine d'huile à la cuisine pour la faire bouillir et revient brûler les bandits. Des voleurs qui, au même moment, s'approchaient des jarres pour dire à ces hommes: Compagnons, c'est le moment de sortir et de brandir vos couteaux. Mais aucune parole ne sortait des embouchures et rien ne bougeait. Étonné, le capitaine soulève alors un couvercle et voit le corps carbonisé d'un de ces hommes. Ses yeux s'emplissent de colère et d'effroi. Il constate l'hécatombe de ses compagnons, réduits à l'état de statue figée pour l'éternité, ébouillanté par la main ferme de l'esclave Morgiane. Il décide alors de s'enfuir de jardin en jardin, craignant lui aussi de subir les flammes de l'enfer. Pendant ce temps, Morgiane s'était dirigée dans la chambre du fuyard, car elle voulait le surprendre dans son sommeil. Mais elle aperçoit par la fenêtre l'ombre de cet oiseau de malheur disparaître dans le labyrinthe du marché aux épices. Elle tombe alors de sommeil sur la couche de son pire ennemi. La famille de mon maître est saine et sauve. Le lendemain matin, Ali Baba perçoit une odeur inhabituelle dans la cour. Il s'approche des mules. Et là, il découvre le spectacle hallucinant de ces formes humaines momifiées dans les jarres. Envahi par l'angoisse, il lève ses bras au ciel, implorant le Seigneur de ne pas le désigner comme coupable de ce carnage. Aussitôt réveillé par ses plaintes, l'esclave Morgiane accourt près de son maître pour tout lui expliquer.
t'admire et te rend grâce, Morgiane, d'avoir sauvé nos vies. Comment une femme aussi discrète que toi a-t-elle pu trouver le courage, digne d'un grand guerrier, d'accomplir un pareil exploit? Je veux prendre mon temps pour ta complète récompense. Mais dès à présent, je t'affranchis de ton esclavage. Tu es une femme libre. Je mets ma liberté nouvelle à votre service, mon maître. Dans ce cas, nous n'avons pas de temps à perdre pour ensevelir toute cette racaille. Creusons large et profond, afin d'y renverser ces jarres et leurs maudites marinades. Plus rien ne doit rester de cette calamité humaine. Oh, j'irai vendre les mules en plusieurs fois au marché, maître. Excellente idée. Seul survivant du clan des déserts et des voleurs, le capitaine, retourné dans la forêt, est assis. Prostré devant la grotte, le regard fixe, il dit: Le destin nous réserve de bien cruelles surprises. J'ai perdu tous mes braves compagnons de rapine. Vous qui faisiez corps avec moi, toujours prêts à risquer votre vie pour la cause. Votre hardiesse sera votre linceul. Qui désormais saura braver les convois et les gardes en armes, les féroces tempêtes du désert, les poursuites infernales dans la fournaise? Je vais souffrir longtemps, malheureux compère, avant de vous retrouver dans l'autre monde. Alors que derrière lui, le trésor scintille comme la voûte céleste. Pour la première fois depuis très longtemps, une tristesse infinie se lit sur le visage de cet invincible brigand. Il sait cependant ce qu'il lui reste à faire, et calmement, il endosse l'habit d'un modeste pèlerin, en route pour la Mecque. Tu ne résisteras pas longtemps à mon allure d'honnête homme plus humble et plus désintéressé que toi, Ali Baba. Plus sa silhouette habitée de ferveur attire le respect dans les regards alentours. Il se crée une réputation d'homme pieux qui renforce la foi de tous ceux qu'il rencontre. Il dort simplement, ici ou là, car l'hospitalité ne manque pas pour accueillir ses paroles sages au souper. Lorsque le faux croyant déroule son tapis près de la demeure d'Ali Baba, celui-ci goûte paisiblement son bonheur d'être au monde en pensant à ses proches. La réputation du pèlerin ayant fait le tour des cafés, Ali Baba n'est pas surpris d'entendre par-dessus le muret une voix ardente dire la prière du couchant. Eh bien, saint homme, que dites-vous de cette soirée? Si toutes ces soirées égalaient celle-ci en douceur et en parfum, nous n'aurions plus aucune raison de causer, bravo. Encore faut-il que notre corps soit rassasié, courageux marcheur. Dès que notre esprit s'élève vers ce qui est plus grand que lui, notre corps se suffit à lui-même. Il reste à mon âme simple du chemin à parcourir. Car quel corps résisterait à cette odeur insistante de grillades marinées et de semoules bien garnies? Mon esprit s'élève à l'idée de vous recevoir, mon frère. Ne refusez pas notre humble hospitalité. J'accepterai très volontiers, homme de bonté, mais je crains d'être impoli envers vous, car mon corps ne souffre pas le sel. Eh bien, rien n'est plus simple à résoudre. Nous ne mettrons pas de sel. Veuillez me suivre, homme de Dieu. Depuis la fuite du chef des voleurs, Morgiane reste sur ses gardes, toujours prête à sauver la famille de son maître. Tandis qu'Ali Baba invite son hôte, elle remplit les verres et dispose les coupes tout en observant
devant ce malappris qui refuse le sel de l'amitié alors qu'il respire la santé. Offrons au très grand nos plus fidèles pensées. Que nos pensées coupables reçoivent son pardon. Morgiane, en femme libre, confie la cuisine à un esclave et lui emprunte son poignard. Je saurai d'ici peu si tu n'es qu'un vil séducteur assoiffé de violence ou bien le diable en personne. Je partage avec toutes mes semblables un savoir qui emprisonne le regard des hommes. Qu'il soit beau ou mauvais. Qu'Allah me vienne en aide. Quelle merveilleuse surprise, Morgiane! N'était-elle pas une étoile vespérale? Moi qui te croyais au fourneau. Le Seigneur nous envoie de quoi espérer dans le salut de notre âme entachée. Simple et joyeux, manquerait-il à ma vie?
Allez, on met son manteau, on va se faire une